Là, on est bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde en ce 17 décembre 2020. Merci d'être là pour un moment d'échange. On est parti pour une heure avec un petit peu de retard, les aléas de la technique, et une heure pour discuter de la lutte contre la pauvreté au temps du Covid-19. S'adapter, oui, mais à quel prix? Et nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer, de pouvoir partager sur ces sujets avec Anifé Katal-Kaya. Bonsoir Anifé. Bonsoir. Anifé, vous êtes directrice de l'ASBL Couleur Café à Malmedy. Vous aurez l'occasion évidemment de présenter tout ce formidable travail très créatif, excusez-moi, très actif qui se déroule là-bas, et puis toutes les questions que ça pose évidemment aussi. Et puis aussi Christine Mailly, évidemment secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Bonsoir Christine. Voilà, Christine, le micro qui est éteint, ça s'arrive aussi. Voilà. Parce que les chats frappaient à la fenêtre. Alors, mais bonsoir tout le monde et bien content d'être avec vous. Voilà, Christine qui est encore hier à la RTBF et aujourd'hui elle est dans notre webinaire. Merci vraiment à vous deux d'avoir accepté. Je sais que l'actualité est fort chargée pour vous. Vous allez pouvoir aussi l'expliquer. Mais voilà, ce qui est important pour nous, c'est qu'en cette fin d'année, vous puissiez un peu nous éclairer, vous puissiez partager, vous puissiez poser un peu les questions que vous aussi, en Wallonie et à Bruxelles, vous pouvez partager évidemment sur le compte Facebook. J'imagine que vous êtes reliés là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et nous allons bien sûr relayer quelques questions, quelques commentaires ici pour Anifé et pour Christine qui est allée, j'imagine, aller chasser son chat. C'est ça, oui. Voilà, il n'était pas prévu dans le casting. Alors, voilà, tout d'abord, se présenter un tout petit peu. Oui, je me présente rapidement aussi, Paul Rixen, donc animateur Vivre Ensemble qui fait pour l'instant sa campagne d'avant, sa traditionnelle campagne d'avant, c'est la 49e. L'année prochaine, nous aurons un anniversaire, ce sera 50 et vous entendrez parler évidemment de cet anniversaire. Campagne d'avant, c'est évidemment toujours ici un moment de sensibilisation. La pauvreté, ça existe. La solidarité aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est aussi l'appui à des projets. Vivre Ensemble soutient chaque année plus de 85 projets de lutte contre la pauvreté locaux. Par exemple, un projet comme l'ASBL Couleur Café, Anifé. L'ASBL Couleur Café, c'est un projet multiple, c'est un projet qui est inséré au cœur de la région de Malmedy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est Couleur Café? Alors, l'exercice est assez difficile en peu de temps, mais je me lance. Donc, d'abord, peut-être préciser qu'en 2021, on fêtera nos 20 ans. Et alors, peut-être l'origine du projet explique bien la philosophie du projet. Donc, ce sont 4 femmes qui ont décidé de créer un lieu où, suite à un constat, où elles se sont rendues compte qu'il y avait un espace qui manquait pour des personnes qui étaient entre guillemets atomisées, ça veut dire qu'ils n'avaient pas leur place ailleurs. Et parmi les différents profils, ça pouvait être des personnes qui sortaient d'une longue hospitalisation, qui sortaient d'un long séjour en centre de post-cure, qui n'avaient pas de papier, etc. L'idée était vraiment de permettre à des personnes avec différents profil, de se réunir dans un endroit sans condition d'être accueillis, entendus, considérés. Ça a vraiment été ça le projet fondateur de l'ASBL. Et l'idée, c'est de permettre à ces publics de se croiser, de se frotter pour agir collectivement, parce qu'il y avait cette idée-là de le fameux dicton « l'union fait la force ». Voilà dans les grandes lignes. Vraiment, le démarrage, c'était ça. Avec au départ, donc on est dans les années 2000, c'est vraiment la grosse vague aussi de régularisation. Donc, il y avait un public aussi migrant à cette époque-là. Et Malmedy, pour ceux qui ne connaissent pas, on pense à Malmedy, on pense à la neige et on pense au carnaval, mais c'est aussi une particularité, donc c'est rural. Et il y a pas mal d'hôpitaux psychiatriques dans les environs. Il y a pas mal de centres d'accueil qui ouvrent et qui ferment en fonction des vagues migratoires. Et on a aussi la chance d'avoir le plus grand centre de post-cure le plus grand centre de post-cure de la région wallonne. Donc, ça explique vraiment les différents publics. Donc, en d'autres mots, si vous arrivez à Couleur Café sur le temps de midi, on organise 2 repas communautaires par semaine, vous vous demandez où vous arrivez, parce qu'on est loin d'être un monopublic, on est polypublic, ce qui des fois rend la tâche difficile par rapport au pouvoir subsidiant. Et depuis une vingtaine d'années, on a eu différents agréments, mais là, je rentre vraiment dans les détails, mais on a essentiellement 2 agréments de la région wallonne et 2 agréments de la Fédération Nez-Bruxelles. Voilà. Et vous allez Anifé avec toute l'équipe fêter les 20 ans l'année prochaine déjà? La date qui est prévue, c'est octobre. Ah oui, donc en octobre.
Voilà, c'est ça, voilà. Après tout confinement, on aura oublié toutes ces choses-là et on Voilà. pourra se revoir en vrai. Voilà. Ça Et, serait et on trouvait que c'est pas mal à Malmedy d'enlever les masques, hein, dans cette ville connue pour son carnaval, d'enlever les masques. Mais Voilà. en tout cas, vous avez beaucoup de chance parce que c'est une très belle région, hein, je vous l'assure. Christine, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas une association, c'est un réseau d'associations. Un réseau d'associations et je ne sais pas si on va fêter un anniversaire parce qu'entre 50 et 20 ans, il faudrait que j'aille voir dans les archives si on arrive à une année ronde, je n'en sais rien. Mais voilà. Oui, donc c'est un réseau d'associations et l'objectif du réseau à travers ces associations, c'est quoi? C'est de se dire que il y a l'action de terrain et puis au-delà de l'action de terrain, il y a un ensemble d'acteurs qui se disent mais il y a des causes macro qui sont à l'origine des inégalités qui produisent de la pauvreté et le réseau est un endroit de rassemblement pour travailler sur ces causes macro et essayer de faire changer les choses à la racine, je dirais, au niveau des inégalités, avec la particularité que la dynamique du réseau repose sur le fait que les premiers concernés sont associés, évidemment au travail et donc les premiers concernés étant les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sont, les victimes de ces inégalités et donc s'appauvrissent ou sont dans la pauvreté. Quand je dis victimes des inégalités, c'est évidemment, des inégalités, financières, pécuniaires, mais c'est aussi, des inégalités dans l'accès aux droits, à tous les droits, aux droits qui structurent la vie, le droit au logement, le droit à l'énergie, le droit à un enseignement qui devrait réussir avec tout le monde, le droit à la santé, etc. Et donc, l'enjeu, c'est d'essayer de faire progresser ces droits en éliminant les inégalités. Donc, ces personnes qui s'associent à nous, qui se réunissent au sein du réseau, qui donnent du temps à cette réflexion collective, elles ont connu ou elles connaissent cette pauvreté financière, mais aussi la confrontation aux institutions, l'éjection de certains droits, le fait de se sentir complètement déconsidéré dans le regard d'autres dans la société qui vont prôner la méritocratie, le fait de se vivre comme des poids lourds, des poids morts, des gens qui videraient les caisses de la sécurité sociale, parce que un certain nombre de représentations dans la société sont organisées pour que d'aucuns pensent ça. Et donc, ensemble avec les personnes en situation de pauvreté, on définit des enjeux auxquels s'attaquer et on s'y attaque en allant vers les acteurs qui sont à la clé de l'influence et de la décision de l'organisation de la société, évidemment le monde politique, mais aussi les interlocuteurs sociaux comme les syndicats, comme les mutuelles, mais aussi certains grands mouvements d'éducation permanente qui sont dans des champs un peu différents, mais qui pourtant doivent être sensibles aux inégalités dans leur propre matière. Je pourrais faire le lien avec le climat, par exemple, etc. Mais aussi des économistes, etc. Donc voilà, c'est un travail politique au sens grand P du terme, qui pourrait s'apparenter, comme on dirait dans du vocabulaire classique, à du lobbying, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'on est plutôt dans un processus d'éducation permanente qui provoque des circuits courts, comme on dit, c'est-à-dire arriver à ce que les populations les plus écrabouillées soient celles qui soient au dialogue avec les interlocuteurs qui ont du pouvoir pour changer les choses. Alors, justement, tout ce travail politique, de lobbying, mais d'éducation permanente aussi, puis ce travail de terrain, un peu de la même façon, je dirais en effet, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, a été fortement secoué, évidemment, par ici la petite bébête du Covid qui est arrivée, qui a... Est-ce qu'on peut dire que ça a ajouté de la violence à la violence? Oui, oui, je ne sais pas si je peux prendre la parole, mais il n'y a pas photo. Ça, il n'y a pas photo. Et nous, en tout cas, sur notre pratique de terrain, encore plus la deuxième vague que la première. Ah bon? Oui, il y a vraiment, oui, c'est un peu comme chacun, la première vague, chercher quelqu'un dans son entourage, s'il connaissait qui était positif ou pas, et puis à la deuxième vague, on connaissait quelqu'un de très proche. En tout cas, par rapport au travail, on a vraiment été très fort impactés et nos pratiques sont vraiment bouleversées. La deuxième vague, on subit, et encore quand je dis nous, ça n'a rien à voir avec les personnes. Heureusement qu'on a un service de proximité et je me permets de dire humblement, on reste un des seuls, pour pas dire le seul, qui reste ouvert au public. Et ça, c'est vraiment très problématique. C'est vraiment très problématique. Alors très concrètement, par exemple, les assistants sociaux qui travaillent chez nous,
sont au-delà de leur travail, elles font un travail pour lequel elles n'ont pas de mission, elles n'ont pas de mandat, parce que les personnes sont dans des situations d'urgence indescriptibles, ce qu'on n'a pas connu à la première vague. Là, c'est vraiment, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça peut être, par exemple, en octobre, ça a été simplement la demande des allocations familiales, parce que les CPS étaient fermés ou c'était difficile de les atteindre. Ça, c'était vraiment le début, ça, c'était premier degré. Et puis là, on en arrive à des personnes qui perdent leur emploi et les syndicats sont fermés, travaillent à bureau fermé, ils sont injoignables, où ça prend un temps alors que les délais sont courts et que les conséquences sont terribles, par exemple. Et les assistants sociaux ne sont pas des spécialistes du travail. Je veux dire, c'est vraiment, voilà. Donc, c'est des petits exemples, des petits exemples. Un autre domaine est notre école de devoirs. Hein, donc, on est une école de devoirs et là, on ne fait pas les devoirs. Il y a vraiment des enfants qui ont un retard indescriptible. On est presque en train d'enseigner de la matière, ce qui n'est pas du tout notre rôle, avec des volontaires qui sont moins présents, puisque les volontaires, ce sont essentiellement des personnes âgées, donc qui ne sont pas présentes pour toute une série de choses. C'est vraiment deux petits exemples. On n'avait pas ça la première vague, et là, cette fois-ci, on le sent vraiment très, très fort, avec des enjeux d'enfants qui sont en première année, en apprentissage de la lecture, ou des enfants qui sont en 6e primaire, avec l'enjeu du CEB, par exemple. On a de plus en plus de demandes avec des enfants avec des problématiques. Voilà. Ça, c'est notre quotidien. Si je prends ces deux aspects-là, mais je pourrais prendre d'autres champs. Les MENA, on travaille aussi avec des MENA. Ça aussi, c'est une catastrophe. Les MENA, heureusement que... Ça, donc les MENA, peut-être pour expliquer, oui, peut-être pour tout le monde les mineurs étrangers non accompagnés. Et là, c'est vraiment la longueur de tous les services, de toutes les choses qui sont fermées. Et avec les écoles qui fonctionnent en code rouge, c'est assez difficile, assez problématique. On voit vraiment une grosse différence par rapport à la première vague. Donc, ça signifie que vous êtes l'espace où encore ces droits fondamentaux peuvent être respectés, peuvent être quelque part. Avec notre plus gros paradoxe, et ça a été vraiment très difficile, ça a vraiment été difficile, c'est vu les normes sanitaires. Alors là, je pense que les fondatrices tomberaient de leur chaise, mais on travaille, la porte est fermée à clé, il y a une sonnette. Je n'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie, là où je travaillerais, alors que Couleur Café, c'est un espace partagé, ouvert, et donc là, il y a une sonnette, et les gens viennent sur rendez-vous, et on essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes, évidemment. Donc, je nuance un petit peu, mais évidemment, oui, on reste ouvert, mais c'est sur rendez-vous. Donc, il n'y a plus d'espace de convivialité, on oublie, qui a d'autres enjeux fondamentaux, mais qui avait vraiment tout son sens et toute sa signification. Voilà, donc on reste à service, on est ouvert, bien sûr, on est ouvert. Mais c'est tout le paradoxe, évidemment, que vous décrivez, Annie Fay. Christine Mailly, vous qui avez évidemment aussi toute l'expérience et tous les retours de ce que vivent, je ne sais pas, des dizaines d'associations en Wallonie, comment est-ce que vous voyez les choses? Annie Fay vient décrire par le concret sur un endroit sur le terrain, mais ce dont on se rend compte, en fait, moi je dirais depuis le début mars jusque maintenant, c'est qu'il y a eu un peu une évolution particulière. La première vague, j'ai envie de dire, il y avait un peu un état de sidération de tout le monde, quelque chose qui tombe sur la tête, qui est inconnu, inattendu, qu'on croit ne jamais vivre. Moi, je ne savais pas ce que voulait dire le mot lockdown, je ne m'imaginais pas qu'un jour on vivrait ça. Mais cet état de sidération qui a déjà provoqué toute une série de problèmes par les nécessités d'intervention, malgré tout, il y avait aussi cette espèce de coup de boost qui a donné un espèce d'effet ressort qui était évidemment pas suffisant et qui fait que les mesures qui ont dû être prises pour garantir la sécurité sanitaire, elles étaient contraires à la relation aux populations les plus vulnérables qu'on cite ici, qui sont déjà celles qui, avant crise, étaient sans papier. Pour certaines, avant crise, étaient les oubliées, avant crise, avaient trop peu de revenus, avant crise, vivaient à la rue, avant crise, étaient mal logées, etc. Et donc, il y a eu ce truc d'une espèce de découverte d'une série d'acteurs, même publics, d'un effet loupe comme ça, la crise arrive, il faut que les choses s'arrêtent. Mais ça donnait un peu un effet grossissant sur les inégalités préexistantes.
avec une espèce de prise de conscience. Enfin, moi, étant dans les task force, hein, Wallonne et fédérale, etc., bah, j'entendais des gens qui découvraient, ah, à ce point-là, il y a des SDF là, il y en a là, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on doit les capter pour ne pas qu'ils bougent, pour que s'ils sont malades, on puisse les isoler. Ah, des personnes migrantes, il y a des transmigrants, il y a des sans-papiers, ah bon, ah, des gens mal logés, qui doivent rester dans un logement pas très salubre, dans une tour, etc. Donc, il y a le côté intéressant de l'effet loupe, mais ça dit bien que cette crise sanitaire, elle est juste plaquée sur une crise d'inégalité sociale préexistante très forte. Alors, bon, il y a eu tous les effets du travail, télétravail, etc. Il y a eu aussi toutes ces aides qui sont arrivées comme des trains importants en aide économique, industrie, entreprise, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire à ce moment-là, c'est de dire: «Eh là, n'oublions pas les gens dans le social». Donc, allez, c'est assez fou de se rendre compte qu'une crise sanitaire comme ça a amené et a permis que se pose la question du politique: «Ah oui, tiens, il y a des gens qui n'ont pas d'énergie en continu». Mhm. Hein, qui ont des compteurs à budget, il faut sortir pour les recharger. Ah oui, Mhm. zut, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut qu'ils aient de l'énergie tout le temps. Ah oui, tiens, il y a des gens qui n'ont pas d'eau en continu. Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il y a des gens qui sont expulsés. Ouais. Donc, le côté intéressant, c'est que ça a visibilisé tout ça. Et, mais après, ça a plein de conséquences Mhm. terribles. Une Oui. déstabilisation dans tous les services et des arrêts de services essentiels, évidemment, que ce soit aide alimentaire ou ce que Annie disait, l'éducation permanente, enfin, etc. Et puis ici, je pense qu'on est dans autre chose parce il y a quand même eu un espèce de léger espoir en juillet-août, hein, Ouais, ah, ouais. voilà. Et donc, On y croyait tous, hein, on croyait on- tous que ça allait être un peu fini tout ça. oui, et ça se vit, je dirais, comme une rechute d'une mauvaise maladie, Mhm. à titre personnel, mince, quoi. Et là, c'est plus dur la rechute parce qu'on sent que ce ressort, l'adrénaline qui nous avait un peu boosté comme ça, Mhm. dans la première vague, il est beaucoup plus, ténu. Et en même temps, les gens sont plus usés et tout le monde est plus usé. Les gens dans la difficulté, ben, ils usent leur force à essayer de continuer à avoir des rabiots de droit, on va dire ça comme ça, parce que Mhm. les services sont fermés, enfin ce qu'Anifé vient de dire, quoi. C'est difficile de faire tomber les papiers, l'argent, le télétravail dans les services. Par exemple, dans les CPS, c'est très variable. Il y a des CPS qui se sont organisés pour être encore accessibles, il y en a d'autres, Ouais. on est en télétravail quasi complet. Parfois, on ne travaille que par mail pour certains, que par mail, etc. Mais c'est partout. Le problème, c'est que les gens, ils rencontrent ça partout. On rencontre ça, ben, c'est surcharge à la maison médicale, c'est Ouais. surcharge au CPS, c'est surcharge. Et donc, il y a une usure. Il y a une usure des premiers concernés, une fatigue Mhm. et un réel appauvrissement. Mhm. Pour ceux qui avaient un peu de réserve, les réserves sont bouffées. Mhm. Donc, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd du droit, on perd du droit. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est difficile à avoir. Et il y a une usure dans les services parce que je dirais qu'il y a en partie de la surcharge, en partie de l'usure des Mhm. travailleurs, du personnel et en partie ce télétravail qui est quelque chose qui s'est imposé à nous, sans connaissance ni organisation et qui contribue à de la rupture. Alors en même temps, Ouais, justement, je me permets, Christine, Yves Martin ici qui nous dit que la fracture numérique dans cette crise est aussi présente. Évidemment, c'est un enjeu essentiel. Enfin, j'aimerais lire son commentaire aussi parce que je trouve qu'il est très sympa, qu'il illustre bien l'effet ressort que vous mettez en avant. Il dit ceci, Yves Martin, quand on bouge et qu'on est réseau, on n'est pas Covid, on est copain. Covid, copain, de force pour réclamer le droit à l'aisance. Voilà. tout à fait, ça c'est C'est vrai. plus qu'un jeu de mots, hein, Christine. Mhm. Évidemment plus que le jeu de mots, mais vous étiez copain, vous avez organisé un tas de choses, peut-être que ça vaut Oui, la peine de dire aussi, parce que vous oui, n'êtes pas sorti de votre rôle, mais vous avez dû aussi répondre à la demande d'urgence. Petite question quand même, puis j'aimerais la poser à Anifé aussi. Comment va l'équipe pour l'instant? Comment vont les militants? Parce qu'au réseau oui, du oui. Wallon de lutte contre la pauvreté, on est militants. Mhm. Comment se porte le moral? Mais je dis, il y a un peu d'usure, mais je dirais que malgré tout, le moral ne se porte pas trop mal au Mhm. réseau, dans l'équipe et parmi les militants. Mais ça, c'est peut-être dû au fait que dès la première vague, on a décidé de se réorganiser complètement autrement. Ah Et oui. donc, j'ai envie de dire qu'on avait un entraînement, un échauffement, et il y a une continuité qui s'est installée, qui s'est intensifiée, hein, qui est Mhm. beaucoup plus intense aujourd'hui qu'à la première vague encore, mais qui s'est installée. Ben, d'abord, les militants
évidemment, ils ont chacun leur situation individuelle, mais ce qu'on a essayé de faire avec le réseau, comme le font d'autres, et en effet en parle dans votre manière de travailler, c'est d'entretenir tout le temps le contact avec un mix de contacts téléphoniques, un mixte de choses qu'on envoyait par la poste et cetera pour Oui, les très gens. compliqué, Christine. Ouais. Je vais me Oui. permettre aussi de poser la question à Anifé, hein. Je vois que l'heure avance. Et Anifé, vous aussi, vous avez dû revoir complètement un peu votre façon de fonctionner. Comment va l'équipe, Anifé? Comment J'ai vont envie les de dire, gens? oui, j'ai envie de dire un peu comme Christine, contrairement à la première vague, le moral est meilleur à la deuxième vague. Hum, Effectivement, on n'avait pas du tout été préparé, mais je peux peut-être l'expliquer de deux choses. D'abord, en ayant expérimenté la première vague avec tout en visioconférence, notamment les réunions d'équipe, une chose était sûre, c'est qu'à la deuxième vague, je n'allais pas fonctionner en visioconférence parce que c'était une réelle virtuellement, ouais, ouais. catastrophe et ça a abîmé l'équipe. Ça a vraiment abîmé Ah oui, l'équipe. Et en même temps, ça a permis aussi à l'équipe de vivre ce que ça pouvait être pour les personnes, de n'être plus qu'en contact avec cet écran pour les personnes qui avaient accès à l'écran, si je repense au contact, aux commentaires de monsieur Yves Martin. Et alors, à cette deuxième vague, où donc du point de vue des travailleurs, une chose qui a fait du bien quand même, c'est un mail qu'on a reçu de la région wallonne qui nous a mis dans les services essentiels. Et là, ça a été une forme de reconnaissance, et on voit bien comme certains réagissent pour les fermetures de commerces non essentiels, à quel point ça peut toucher. Mais on n'avait pas plus d'indications, mais au moins on était reconnu comme service essentiel. Et ça, je pense que ça a été quelque chose qui a fait du bien à tout le monde. On a, avec l'accord de mon conseil d'administration, j'ai demandé l'autorisation de pouvoir organiser des réunions en présentiel d'équipe parce que je les estimais essentielles, ce qui a été accepté. Et là, très vite, l'équipe s'est dit, ben, comment est-ce qu'on va faire pour rebondir sur ce que Christine a dit, pour maintenir le contact avec une manière de réagir adaptée. Pour certaines personnes, ben, on pouvait faire par téléphone, pour d'autres, c'était par rendez-vous, pour d'autres, c'était en visio. Donc, vraiment, tout ce travail qui a pris beaucoup d'énergie avec l'équipe qui était fatiguée la première fois, avec tous des changements, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais une fois, on peut faire, une fois, on ne peut pas faire. Une fois, c'est 4, une fois, c'est 10, une fois. Donc, ça, on passe à travers ça, cette crise-ci. Et la deuxième chose, en réunion d'équipe, il y a vraiment eu cette volonté, là, c'est le côté militant peut-être des travailleurs sociaux, c'est à dire, mais comment est-ce qu'on peut rendre service au sein de Malmedy par rapport aux différentes institutions. Donc, il y a 2 collègues qui ont téléphoné à la plupart des services en disant comment est-ce qu'on peut, de quoi avez-vous besoin, comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Et là, on s'est penché sur les 2 maisons entrepôts et sur l'hôpital de Malmedy. Il faut savoir que Couleur Café est réputé pour ses repas. Et on s'est dit, on va vous préparer de la soupe pour les travailleurs, pour alléger de la bonne soupe avec nos légumes de nos jardins, cultivons bio et local. Et les équipes ont dit, si on pouvait choisir, on préférerait à 4 heures. On préférerait, exigeant, plus du exigeant. sucré, voilà, du sucré. Eh ben, ces petites choses, c'est-à-dire que l'équipe s'est organisée, et notamment là, cette semaine, on fait une partie du repas pour les grands FAC, qui est une maison de repos, mais c'est des petites choses, des petits projets qui ont permis on était vraiment d'en faire des petites choses ensemble et se sentir participer à quelque chose. Et ça a vraiment fait. Donc, les ingrédients ont été, on se voit en présentiel, en équipe, une fois par semaine, en respectant bien toutes les mesures. Et alors, on met sur pied des petits projets et on fait le fil rouge avec les personnes. Et pour les personnes, si je prends les groupes d'apprentissage du français, très concrètement, on a un module de citoyenneté. La formatrice est philosophe de formation, donc elle envoie chaque semaine une question universelle. Oui, Et, Anifé, je vous coupe oui, parce que je ne sais pas si on voit ça à la caméra ah oui, ici, mais voilà. Moi, ah oui. j'attends avec le fil rouge, avec l'expression des personnes sur ce qu'ils attendent. Juste magnifique, hein, Anifé. Voilà. Alors, c'est entre guillemets, d'une simplicité pour un impact indescriptible. Voilà. Et donc, parce que là, ça fait un livre en commun. Donc, on participe tous, il y a un fil rouge. Voilà, donc voilà, oui, voilà, donc voilà, c'est un exemple de petites choses oui, qu'on peut faire. Voilà. Et alors, nous, on était aussi très soucieux de ne pas mettre en difficulté certaines personnes, je pense notamment au parcours d'intégration, des personnes qui doivent suivre un nombre d'heures de citoyenneté, qu'elles ne soient pas pénalisées, parce que la région là ne se prononçait pas très clairement par rapport à ça dans la deuxième vague. Il fallait pas parce qu'on ne sait pas donner des modules de formation, que les personnes ne soient pas pénalisées. C'est aussi quelque chose qui a très fort préoccupé l'équipe. Alors, à côté de ça, pour les enfants d'école de devoirs, on s'est dit, on ne peut pas faire Saint-Nicolas, mais ce n'est pas grave. Saint-Nicolas va aller sonner à toutes les portes des enfants de notre école de devoirs avec des confiseries faites maison. On avait presque trouvé l'âne pour se promener.
Sauf que quelqu'un nous a dit, attention, on ne peut pas faire du porte-à-porte. C'est interdit. On l'a su la veille, on s'est rendu compte, donc pour expliquer aussi, donc on s'est rendu compte la veille, mais zut, Oui. on ne peut pas faire du porte-à-porte, donc Saint-Nicolas non plus. Et donc Saint-Nicolas a fait une petite vidéo, hein, on est resté dans l'air du temps et on l'a posté aux parents et aux amis des parents pour qu'ils puissent visionner. Enfin, bref, voilà pour donner j'espère que vous la posterez sur, par exemple, sur, sur YouTube. Le message je vois vos commentaires qui défilent, etc. Christine, vous avez dû mettre en place quoi, un service d'urgence, c'est pas votre fonction. Non, alors on a fait deux choses hein, qui sont toujours en route. C'est d'une part, en effet, se réorganiser par rapport aux témoins du vécu militant. Donc, par exemple, on ne peut pas faire de porte-à-porte, mais il y a des personnes de l'équipe qui se sont transformées en Saint-Nicolas et qui ont fait des kilomètres à travers toute la Wallonie pour aller porter la Saint-Nicolas à 300 adresses différentes. Hein. Donc voilà, ça c'est au niveau, c'est un exemple. Hein. Comme on a fait de l'art postal à distance entre témoins du vécu militant pour que des choses circulent, hein, puisque nous c'est à travers la Wallonie, donc qui va dans le même esprit. Par contre, en effet, on s'est évidemment, allez, on s'est écarté de notre mission initiale très très fort dans la mesure où on a développé un partenariat directement avec la région wallonne par rapport à la mise en œuvre d'un numéro vert urgence sociale qui est le 17-18 en région wallonne. Le côté intéressant, c'est que ce numéro existait. C'est un numéro qui permet à tous les citoyens de s'adresser à la région wallonne pour savoir comment remplir une prime, un papier, etc. Et donc, nous, on a dit à la région wallonne, mais pourquoi aller inventer autre chose que ce qui existe à l'adresse de tous les citoyens? Est-ce que simplement ce numéro vert ne peut pas s'élargir à la question sociale? Très intéressant parce que ça veut dire que les fonctionnaires qui sont au bout du fil et qui ont cette mission-là à remplir depuis des années, eh ben, je vous assure qu'ils nous disent enfin on a l'impression d'avoir ouvert le prisme à notre mission complète, c'est-à-dire à s'ouvrir aussi aux questions sociales et ne pas de répondre qu'à des questions techniques, etc. Mais il restait que l'afflux de numéros d'appels et parfois la complexité des situations ne permettent pas nécessairement à ces travailleurs de première ligne de donner la réponse adéquate, non pas parce qu'ils sont en incapacité, mais parce que la situation est trop complexe. Et donc, au réseau, il y a une partie de l'équipe qui est sortie de ses missions initiales, et le réseau en tant que tel est sorti de ses missions initiales, puisque les situations très complexes, ben, en fait, elles sont externalisées en quelque sorte, c'est-à-dire de façon proactive, on reprend contact avec la personne qui a appelé, et là, on prend tout le temps d'accueillir la demande, la difficulté, etc. Et les personnes du réseau mettent toute leur énergie à solutionner le problème le plus critique avec lesquels les gens viennent. Et les problèmes avec lesquels les gens viennent sont très diversifiés, mais vous avez une quantité de demandes d'aide alimentaire, des ménages qui ont faim, mais qui ont faim au sens littéral du terme. Et vous avez évidemment des gens qui étaient déjà dans la pauvreté, mais des travailleurs en chômage temporaire qui appellent, des mamans seules avec enfants qui sont en chômage temporaire parce que la perte de revenus était énorme, des indépendants, pas tellement des PME, à des indépendants titre propre, hein, qui ont vidé leur économie maintenant, qui ont essayé de tenir, etc. Puis ils n'ont plus rien, ils sont exsangues, des personnes pour des expulsions, énormément de personnes âgées, isolées chez elles. Donc on parle toujours des maisons de repos, mais personnes isolées chez elles. Aujourd'hui, on a de plus en plus aussi des étudiants. Alors, des étudiants de chez nous qui ont du mal à s'équiper, tout ça, mais aussi beaucoup d'appels d'étudiants d'origine étrangère qui n'ont pas droit au CPS, qui n'ont plus de job et donc qui n'ont plus rien du tout pour vivre. Et donc, le travail des collègues au réseau, qui est un travail extraordinaire, mais on a mis tout un système d'entraide à l'intérieur de l'équipe, de ressources à l'extérieur, parce que sinon, c'est tout à fait épuisant. Hein. Bravo à toute l'équipe. De répondre. Bravo à toute l'équipe. Je vois qu'Annie fait tous ces cas, évidemment. On pourra raconter des heures, évidemment, sur toutes ces histoires individuelles. J'ai envie de dire invisibles, même si la problématique, la question s'est révélée un peu plus. Et Saïd nous parle ici, Saïd qu'on salue, mais qui nous parle ici des personnes dans la rue qui posent la question, est-ce que ces personnes ne devraient pas être, elles aussi, prioritaires pour le programme de vaccination? On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, parce que voilà, il y aura sans doute beaucoup de choses à dire. On pourra recommencer évidemment à se rencontrer pour parler de cette actualité post-Covid, déconfinement, quand ce sera l'endroit. Dolores aussi qui nous dit, je le dis pour vous, merci, excusez-moi, merci, vous respirez le dynamisme et l'enthousiasme et je pense que c'est un bon médicament pour tous. Vous êtes, Anifé, Christine, un bon médicament pour tous. Anifé, couleur café, Malmedy.
Vous avez mis tout ça en place avec une incroyable créativité, un dynamisme, mais ça pose quand même toute une série de questions de fond. Vous remplacez un peu quoi? Est-ce qu'on doit dire que vous remplacez un peu ce que l'État devrait faire? Est-ce que vous êtes là pour... est-ce que ça ne devrait pas être aussi votre travail, le travail qui devrait être fait par les administrations publiques normales? Ben, en fait, la difficulté qui s'ajoute, la couche qui s'ajoute aux différentes couches, c'est comme Christine May l'a dit, c'est que par exemple, si je prends les CPS, chaque CPS a sa manière de fonctionner. Donc, c'est vraiment très difficile. Et chaque situation a sa complexité. Mais en tout cas, nous, si je pense à nos deux assistantes sociales, elles nous disent que, en fait, on est le lieu où les personnes comprennent réellement ce qui s'est passé. Et je suis surprise, et je suis surprise que les gens restent si calmes et si calmes, si peu en colère, qu'en fait, c'est juste une histoire de délai, c'est juste une histoire, alors que les personnes ont fait des démarches ou qu'elles n'ont pas eu accès, etc. Et donc, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des services, d'autres services de proximité, et là je peux citer les mutuelles, les syndicats, les CPS, certaines administrations communales à certains moments travaillent à bureau fermé ou sont sur rendez-vous Internet ou rendez-vous téléphonique, etc. Ma collègue m'a dit, j'ai passé la matinée à téléphoner pour avoir quelqu'un, au bout du fil. Et ça, c'est usant. Ça, c'est fatigant pour finalement ne même pas avoir la réponse adaptée. Là, il y a vraiment une interpellation à faire. Je trouve que Christine a vraiment bien expliqué ce que la première vague a permis de prendre conscience. Ah ben oui, les invisibles. Ah ben oui, il y a des gens qui ne trouvent difficilement du logement. Ah oui, il y a des gens qui ne savent pas payer leurs factures d'électricité. Ah oui, il y a des coupures d'eau. On découvre qu'il y a des coupures d'eau dans certains endroits. Mais là, je veux dire, maintenant, c'est se dire, c'est à ce stade-ci, comment peut-on concevoir que des services importants pour les personnes les plus isolées, les plus en décalage, les plus fractures numériques, les personnes qui n'ont pas l'habitude, et c'est sans vraiment son jugement, qui n'ont pas l'habitude, n'ont pas ce réflexe de revendiquer des droits, on en est là, hein, on a à revendiquer des droits, surtout sont dans la survie. Et donc, oui, il arrive que des assistants sociaux fassent des choses qu'elles n'avaient pas fait jusque-là, parce que c'est vraiment, on est dans de l'urgence, on se retrouve avec des familles, mais ça, Christine pourra beaucoup mieux témoigner. Il y a des gens qui sont sans revenus depuis des mois, mais sans revenus parce que le document devait être déposé et que la personne devait déposer par mail, mais ça c'est inacceptable, c'est inadmissible. Quand les personnes, je veux dire, c'est comme si les gens se rendaient compte que les personnes, rien, c'est vraiment rien, c'est pas, je vais aller chercher dans des réserves où j'ai demandé à quelqu'un, c'est rien. Et là, voilà. Christine, justement, cet enthousiasme des associations, il y a aussi la révolte. Comment est-ce que vous allez, vous, Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, porter ces revendications, par exemple à la région wallonne, pour que les choses changent? Oui, donc on est un peu dans une phase particulière. On doit rester sur l'urgence parce qu'il faut satisfaire aux besoins des gens. En même temps, on doit garder en analyse le fait que cette urgence est amplifiée par le fait que les injustices préexistaient, c'est-à-dire imposer dans le propos, dans les task force, dans les réflexions, attention, c'est l'analyse d'avant cumulée à ce qui se passe pour le moment, qui doit indiquer le chemin pour les décisions d'après. Ça, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a la tendance à dire: «Allez, on essaye de ranger la crise sanitaire pour recommencer comme avant». Donc là, il faut qu'on travaille tout le temps et on ne cesse de le faire dans les réunions, d'amener des arguments, et cetera. Et puis, il faut avoir en effet des revendications et des recommandations fortes pour une prise en considération des populations les plus vulnérables. Alors, c'est en Wallonie et au fédéral. Alors, il y a des enjeux majeurs, hein. Un enjeu majeur, c'est évidemment l'enjeu des revenus, le revenu du travail. Qu'est-ce que cette crise démontre? Des statuts imbuvables au niveau du travail pour des gens d'ici ou pas d'ici, hein, c'est-à-dire des contrats qui n'en sont pas, avec un nombre d'heures insuffisant, une hauteur de revenus pas admissible, des faux indépendants, des pigistes. Enfin, la crise, elle vient de révéler ça massivement, donc il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur la hauteur des revenus, évidemment,
aussi de la pension, des allocations sociales, etc. Il faut travailler sur la question du logement. Ça vient d'apparaître de façon criante avec la crise. Les personnes mal logées, elles subissent des conséquences en masse de cette crise, parce que le confinement à domicile, etc., etc. Les besoins de première nécessité, les yeux viennent d'être ouverts sur le fait comment c'est possible que le droit à l'énergie et le droit à l'eau ne soient pas garantis chez nous. Donc, comment ne pas revenir à la situation d'avant et arriver à dire, mais enfin, ça doit être des droits garantis. On parle de fracture numérique, au réseau, on préfère parler d'inégalité numérique aujourd'hui. Donc, Inégalité numérique. qu'est-ce qu'on va faire avec cette inégalité numérique? Ce n'est pas qu'une question d'équipement, c'est si on va vers plus de dématérialisation, où est le temps humain qui sera encore rendu, à quels endroits, pour que ça ne soit pas un obstacle? Qu'est-ce que ça voudra dire, toute cette dématérialisation? Parce qu'on va avoir ces effets de cette situation où des gens se seront habitués au télétravail, où ça va accélérer la dématérialisation. Oui, mais quoi, quand, comment, pour tous ceux qui ne sont pas dedans? Qu'est-ce qu'on va faire avec la découverte de l'isolement? C'est l'isolement des personnes âgées, c'est parfois l'isolement de gens jeunes, hein, tout seuls chez eux, c'est l'isolement des migrants tout seuls chez eux, etc. Qu'est-ce qu'on découvre avec l'exploitation des sans-papiers qui sont mis au travail, alors qu'il vaudrait bien mieux que, enfin moi ça c'est mon point de vue, que passant par une régularisation, ils soient au travail de façon clean pour pouvoir contribuer à la sécurité sociale, pour pouvoir satisfaire à leurs besoins à eux, etc., etc. Donc je trouve que cette crise, si on veut, elle fait le programme de 20 ans, hein. Mais ça, c'est à condition, évidemment, qu'on ait des hommes et des femmes politiques qui acceptent de réfléchir sur une perspective à long terme pour inverser complètement les choses. Voilà une crise qui révèle à quel point on doit s'engager dans la sortie du sans-abrisme. Elle vient d'être, elle est patente, je veux dire. Et donc, on a tous les arguments aujourd'hui, bien plus forts qu'hier, pour dire qu'il faut s'orienter là-dedans. Donc voilà, il va falloir se battre, se battre, se battre, évidemment. Il va falloir se battre, Christine. Mais je vois Jackie qui nous écrit que Marie-Christine Van Boxtal, qui est donc l'administratrice du Forum, annonçait déjà il y a quelques mois que d'ici 3 ans, l'accompagnement des demandeurs d'emploi se fera exclusivement à distance. On imagine les dégâts, hein, à l'effet. Oui, parce que j'ai envie de dire, là derrière, c'est quoi l'enjeu? Je veux dire, parce que quand on prend ça, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quel est le message qu'on fait passer? Parce que dans les faits, le travail à distance, d'accompagnement social prend plus de temps. On ne gagne pas du temps, ça prend plus de temps parce que les personnes n'ont pas forcément les bons documents, il faut scanner, tout le monde n'a pas un scan, etc. Donc, je me demande si on est sur une question, peut-être je me trompe, c'est vrai, je me demande quel est l'objectif ou l'enjeu qu'il y a là derrière d'un accompagnement exclusivement à distance, mais quel message on veut faire? Qu'est-ce que moi, je dois comprendre en lisant ça, en entendant ça, que l'accompagnement se fera exclusivement à distance? Alors, ça veut dire que l'étape suivante, c'est l'enseignement exclusivement à distance, c'est les achats exclusivement à distance. La solidarité et l'aide alimentaire exclusivement à distance. Parce qu'en sachant que c'est facile, c'est toujours plus facile, les plus vulnérables, c'est un public facile là, pour attaquer, pour faire des changements, pour faire des choses. C'est facile, et je veux dire, il n'y a pas de répondant derrière, mais je me dis, l'étape après, si on intègre qu'un service public, on parle bien d'un service public, fasse du travail exclusivement à distance, mais c'est grave ou c'est honteux, je ne sais pas très bien quoi dire, mais c'est inacceptable en tout cas, on ne peut pas. Oui, alors je vois que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Je vois que l'heure avance, il nous reste 10 bonnes minutes. Je vous avais demandé, allez, on est à Noël, j'aurais voulu vous faire parler aussi sur la solidarité que vous vivez, la façon dont les gens réinventent la solidarité, vous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que vous aurez quand même pas une petite histoire de Noël à nous partager, quelque chose qui s'est passé avec des personnes, des gens, des visages de chez vous, qui aurait place un peu dans cette magie de Noël? Christine? Il y en a des tas. Si je vois au niveau des témoins du vécu militant entre eux, par sous-région, il y a des personnes qui se sont organisées pour que quand il n'y a plus d'aide alimentaire dans leur localité, avec une voiture, ils allaient chercher plein de trucs ailleurs et puis ils refont une distribution sur leur propre territoire. Il y a des... Moi, j'ai vu par rapport à la fracture numérique, des personnes se regrouper devant un ordinateur chez quelqu'un qui arrivait à avoir une connexion et de mettre les choses ensemble pour le faire. On a vu, je dis, moi, allez, si je prends même le mélange de l'équipe avec les témoins du vécu militant, il y a
une disponibilité d'esprit et de conviction au sein de l'équipe qui fait que les gens se décalent très facilement du rôle habituel qu'ils ont, une autre fonction. Je dis, on parlait du 17-18 tout à l'heure par rapport au téléphone, mais quand je disais il y a eu livraison de Saint-Nicolas sur toute la Wallonie, donc où des travailleurs se transforment en chauffeurs-livreurs, mais avec le plaisir. Et alors, pas seulement d'être des livreurs, de prendre le temps. Quand on a des personnes qui initie des idées pour arriver à comment on va être en communication avec les gens précisément qui ne sont pas connectés et qui vivent tout à fait isolés dans leur coin et que quelqu'un dit on enverrait bien un petit pot avec des graines, ça c'était pendant la première vague, hein, pour qu'arrive dans la boîte aux lettres quelque chose qu'on va pouvoir faire pousser chez soi quand on lance un projet d'art postal pour se communiquer de l'un à l'autre, etc. Après, il y a des choses plus classiques, mais qui sont un peu particulières et dans lesquelles on a poigné alors qu'on ne l'aurait pas fait habituellement. Par exemple, un producteur de sapins de Noël de la province du Luxembourg qui nous sonne et qui dit, voilà, moi j'ai entre 200 et 300 sapins de Noël qui vont rester là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on a trouvé une alliance avec quelqu'un qui voulait bien qu'on vienne les déposer dans une cour. On a trouvé des associations qui distribuaient et des gens qui ont eu un sapin de Noël. Ici, récemment, on a les scouts de Belgique qui nous ont appelés en disant on a des caisses avec 70 000 calendriers scouts qu'on ne va pas vendre. Ah oui. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, bon, c'est de tout type, hein, parce que c'est aussi se téléphoner régulièrement, comprendre que quelqu'un, à un moment donné, est complètement en train de s'effondrer, ben, faire un relais téléphonique parce que c'est le moment où il faut absolument soutenir la personne à fond. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est aussi une révélation. Et je vais sortir un peu du champ et terminer avec ça du réseau même. Moi, au début de la crise, j'ai été émerveillée de voir quelques reportages télévisés où on montrait à quel point, en fait, on avait une capacité incroyable dans les mains à travers des compétences différentes sur notre territoire. Je me souviens de cette émission où on voyait un chercheur universitaire avec des gens qui avaient une entreprise, on fait du 3D, là, on imprime du 3D, moi je ne connais pas très bien ça, et un ouvrier qui avaient trouvé ensemble comment réparer des respirateurs, etc., pour les hôpitaux, ou bien comment en créer plus pour, bon, etc. Et je me disais, mais c'est incroyable, il y a une potentialité de mise ensemble qui est assez extraordinaire. Par contre, je vais mettre un petit bémol. Cette capacité de mise ensemble, moi j'ai senti fort que la première vague, tout le monde disait, on est dans le même merdier. Après, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, les gens les plus défavorisés sont dans un bien plus grand merdier que les autres. Mais quand même, tout le monde était touché. La perte de revenus un peu partout, de la déstabilisation un peu partout, il y avait un peu une espèce de quand même quelque chose qui faisait unité. Ce que je trouve problématique au fil de la gestion de la crise, c'est que plutôt on a refait des silos. Ben, c'est les magasins qui ouvrent, qui ferment contre l'école qui ouvre, qui ferme, hein, les discours. C'est qui porte le plus la maladie, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans un silotage. Mais moi, je nourris l'espoir, il ne faut pas que le nourrir, l'espoir, il faut l'entretenir, il faut le pratiquer. Donc, on pratique à l'endroit où on est, dans la mesure qu'on peut, hein, avec les énergies qu'on a, ces intersections, ces croisements, etc. Aujourd'hui, par exemple, on se réunit. Moi, j'aurais jamais cru ça non plus un jour qu'au réseau ferait ça, avec la SOGEPA, la SOALFIN, une association qui travaille sur la prévention suicide, l'Observatoire du crédit et de l'endettement et le réseau Wallon, parce qu'il y a vraiment des indépendants qui sont en train de crever, au sens littéral du terme, et avec tentative de suicide, voire plus, à la clé. Eh bien, on arrive à se parler sur l'intérêt commun de ces personnes-là. Eh bien, voilà, alors je ne suis pas complètement utopique, je n'ai pas dit que tout ça allait aller tout simplement et que le rouleau compresseur traditionnel n'est pas là en train d'avancer à côté, mais il y a des points d'appui, il va falloir en faire quelque chose et les consolider, les agglutiner pour créer une force bien plus importante. Allez, le Père Noël ne va pas choisir dans quel silo il va aller déposer ses cadeaux, j'espère. Luc Amani, Village d'Espoir, vous capte très bien à partir, figurez-vous, de Goma, en RDC Congo. Et je vous envoie déjà avec Entraide et Fraternité à la prochaine campagne. Mais ce sera pour le carême, justement, où on va mettre en valeur, évidemment, toutes ces solidarités aussi, toutes ces luttes en RDC Congo.
Anifé, je vois le beau sapin de Noël là derrière, une belle petite histoire de Noël qui s'est passée à Couleur Café. Oui, conteuse n'est pas une de mes compétences, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de partager avec vous. L'histoire commence il y a presque, enfin, à 5 jours près, jour pour jour, il y a 3 ans. Donc, on est en décembre 2017, on est entre le 22 et le 23, on est quelque part par là. J'arrive au bureau, enfin j'arrive, et en fait devant Couleur Café, il y avait à ce moment-là un banc. Et sur le banc, je vois assis 2 jeunes. Je ne sais pas très bien leur donner d'âge, mais je sais qu'ils sont jeunes, ils ont moins de 20 ans. Je ne sais pas leur donner une nationalité. Par contre, ce que je vois très vite dans leurs yeux, c'est qu'ils ont faim. Donc, voilà, je démarre la journée comme ça. Ils ne parlent pas français, ils parlent anglais. Et donc voilà, je les fais rentrer, on propose directement un café bien chaud. Et puis là, on se rend compte qu'il y a un MENA et un ex-MENA. Et donc, l'ex-MENA, ça veut dire qu'il a 18 ans et qu'il a un avis négatif. Donc, il est devenu officiellement un sans-papier. Donc, et l'autre jeune est dans la même situation. Donc, il sait bien qu'il va avoir un refus négatif. Donc, décide de quitter le centre avant, dans son impression d'être… Voilà. On n'a jamais très bien su comment ils s'étaient rencontrés tous les deux. Et c'est vrai, les deux s'appellent Joseph. Et donc, on se retrouve, donc je me vois, 2 jeunes qui n'ont pas d'endroit où dormir. Et là, c'est vraiment mon reptilien qui fonctionne avec des collègues. C'est pas ça qu'il faut faire d'abord, mais où est-ce qu'ils vont dormir? C'est un hiver où il fait froid. Donc, on n'est pas à 10 degrés, 11 degrés, il fait froid. Et là, il faut vraiment leur trouver un logement. Et on a vraiment contacté d'abord les institutions, que ce soit l'Armée du Salut, donc à Malmedy, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a vraiment cherché. Tout est complet, archi complet. Et là, on se dit, mais enfin, ces jeunes-là, on ne doit pas, entre guillemets, les perdre, on ne doit pas rompre le lien, on n'a vraiment pas d'endroit où leur proposer. On s'est dit, on va aller à un autre niveau, on va aller dans notre réseau à nous. Et donc, on a commencé à contacter. Et à ce moment-là, c'est vrai de vrai, je suis en pleine rédaction de rapport d'exécution APE. Donc, voilà, je suis presque en retard. Je suis presque en retard, donc presque être sanctionnaire. Et j'envoie un mail à l'inspecteur APE, un inspecteur APE de la régionale, et j'explique la situation. Je dis voilà ce que je dois gérer aujourd'hui. Ça veut dire que je ne rédigerai rien. À côté de ça, donc ma collègue trouve quelqu'un qui veut bien accueillir les jeunes pendant 2 jours maximum, voire 3 jours, un privé, etc. Et cet inspecteur de la région wallonne trouve une famille qui est prête à accueillir ces jeunes pour une durée indéterminée, les 2. Donc, le seul souhait des jeunes, c'était de ne pas être séparés. Ils venaient de se rencontrer, donc ils ne se connaissaient, ils ne venaient même pas du même centre. Donc, je ne saurais jamais comment ces 2 jeunes Joseph se sont rencontrés. Et c'était un oui, et c'était assez difficile pour eux, la scolarité. Donc, on est en 2017, donc la scolarité est assez difficile, donc on ne trouve pas. Bref, donc ils veulent partir en Allemagne. Je ne raconterai pas comment ils sont partis en Allemagne, mais la seule chose, c'est qu'on a fait une petite fête pour leur voyage. Ils ont eu de l'argent pour partir. La seule chose qu'on a demandé, c'est avoir de temps en temps de leurs nouvelles. Et de temps en temps, on a de leurs nouvelles. Ils vont bien, ils sont toujours ensemble, et peut-être qu'un jour, ils viendront nous dire bonjour. Voilà. Ah ben super, merci pour cette belle histoire, Anifé, mais on se demande où est passé Marie quand même, hein. Tu as parlé de Joseph, voilà. Écoutez, je vois que l'inspecteur s'appelait Joseph. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Voilà, j'avais envie de terminer en disant ceci. Prenez soin de vous, ben, on l'entend tout le temps, hein, ça devient un refrain, ça devient un gimmick, ça devient un tic qui est peut-être devenu un peu toc, je ne sais pas, mais ça signifie quoi pour vous, Christine Mailly, aujourd'hui, dire prenez soin de vous? Ben, en tout cas, je vais commencer par la négative, ça ne signifie pas le repli sur soi. Donc, je pense que prendre soin de soi aujourd'hui, c'est évidemment faire attention à soi, voilà, mais je pense que c'est quand même prendre soin de soi, c'est regarder dans la diversité de ce qui se passe autour de nous, mesurer où on se situe, c'est-à-dire pouvoir apprécier les ressources dont on peut bénéficier, j'ai envie de dire par comparaison,
Et je pense que prendre soin de soi, c'est aussi en mesurant l'énergie qu'on y met, c'est voir comment on peut être acteur pour essayer que justement là, à côté de soi, où il y a moins d'énergie, il y en ait un peu plus. Enfin, là où il y a moins de ressources, il y en ait un peu plus, mais voilà. Et alors, c'est ne pas se laisser enliser dans allez, le rouleau compresseur répétitif, médiatique, avec des propos un peu lénifiants qui sont généralistes. On dit les jeunes ne respectent pas les règles, etc. Donc, c'est aller chercher de la nuance, aller chercher de la complexité. Et quand on sait, moi, c'est la manière dont j'essaye de prendre soin de moi, si je parle à titre personnel, c'est d'aller marcher dans la nature pour le moment. Les fois où je n'ai plus, où les piles sont plates et où je ne sais plus, il faut que j'aille voir des arbres, il faut que je regarde le ciel, il faut que je me rende compte qu'il y a un soleil qui est plus fort, une rivière qui coule, des oiseaux qui sont là, et donc de me dire, ouf, il y a un univers qui me dépasse et qui est porteur de quelque chose. Alors bon, on sait qu'il faut qu'on protège cet univers, mais c'est quand même là que moi je vais me ressourcer en tout cas. Merci Christine, merci d'avoir partagé ça et merci d'avoir partagé aussi cette énergie, hein, ces inquiétudes, cette révolte aussi qu'on a par rapport à la situation, mais aussi toute cette énergie solidaire que vous rassemblez, que vous fédérez là au Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. En effet, prenez soin de vous, pour vous, ça signifie... Mais d'abord, peut-être, pour moi en tout cas, une petite nuance, c'est qu'avant, c'était, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est qu'avant, c'était un petit message que je donnais aux gens que je connaissais bien, parce que j'étais inquiète pour eux. Donc, c'était ma petite sœur ou une amie, ou dire, mais prends bien soin de toi. Ça voulait dire, je suis inquiète et j'aimerais bien que tu prennes. Et maintenant, effectivement, c'est devenu comme on demande à quelqu'un, bonjour, comment ça va, et que la personne te répond, ça va. Alors, par rapport à la question, prenez bien soin de vous, j'ai vraiment envie de dire, c'est prenez bien soin de vos boules. Alors, je m'explique. J'ai envie de dire qu'on pourrait vraiment synthétiser en disant, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a deux sentiments qui sont soit la colère ou qui sont soit la peur. Hein, donc, quand on est en colère, une boule, là j'ai les boules, je suis en colère. Et quand on a peur, on se met en boule. Donc, c'est pour ça cette idée de boule. Mais alors, j'ai envie de dire, ces boules-là, quand ce sera passé, quand ce sera fini, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les ranger? Ou est-ce qu'on va décider de se ranger avec ces boules? Ou alors, est-ce qu'il y en a qui seront prêtes à éclater? Ou alors, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'elles soient toutes prêtes à briller de mille éclats. Merci beaucoup, Anifé. Allez, c'est des lumières un peu de Noël. Vous aussi sur Facebook, si vous avez une belle histoire de Noël à partager, si pour vous aussi vous avez envie de dire ce que ça signifie pour vous, prenez soin de vous, mettez-le évidemment dans vos commentaires Facebook. On attend ça. Voilà. On va peut-être, je vais me permettre de terminer ce petit webinaire. C'est passé très vite, hein, Christine et Anifé. Merci vraiment pour cette lumière que vous mettez aussi dans cette discussion. Merci à vous tous pour vos commentaires. Moi, pour ma part, j'ai envie de vous dire ceci, c'est que prenez soin de vous. La solidarité, c'est un cœur, ça tout le monde connaît, mais qui devient une main, qui rencontre une autre main, avec plein d'autres mains, qui se rapprochent, qui sentent la chaleur, qui se réchauffent, qui bougent ensemble. On est ensemble, on est solidaires. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et vous souhaiter des belles fêtes malgré tout ce qui se passe, de garder le courage pour un monde plus juste, pour un monde plus fraternel. Vous remercier de votre présence, de vos réactions et à bientôt. Au revoir Christine, au revoir Anifé, au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Et à bientôt. Bien. Oui. Prenez soin de vous. Oui.